Alors, comment trouver une mission en tant que freelance en prenant plaisir et sur sa personnalité? C'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Alors, là, je te partage finalement une forme de, comment on va dire, un mix entre les méthodes de prospection, les profils MBTI. Si tu sais pas ce que c'est, un profil MBTI, c'est, on va dire, une définition de personnalité selon, on va dire, une matrice de 4 éléments. Donc, ça fait 16 personnalités en tout. Je te mets le lien en description en dessous afin que tu puisses faire entre guillemets ton test de personnalité. Et puis je le mixe avec ce que j'appelle une forme d'intelligence, c'est-à-dire une intelligence globale ou une intelligence de détail. Et ce mix-là finalement crée, on va dire, la matrice, en tout cas de premier niveau, te permettant d'actionner plein d'éléments, entre guillemets, mais plutôt avec plaisir parce que ça fit ta personnalité afin que tu puisses trouver une mission. Alors, on va voir ça tout de suite sur l'écran. Et on va commencer par le commencement, à savoir pour moi ce que j'appelle les trois leviers principaux d'obtention de mission. Le premier levier, c'est le levier de la prospection, c'est-à-dire qu'on va chercher une mission là où elle se situe, hein. Donc ça a le mérite d'être rapide, entre guillemets, mais potentiellement peu qualifiant et pas forcément avec les conditions soit de TJM ou de conditions de travail, par exemple du full remote ou autre, hein. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être rapide. Et s'il y a une mission qui te plaît vraiment avec toutes les conditions par des méthodes de prospection, et bien clairement, vas-y, parce que c'est encore le moyen le plus fast d'avoir une mission. Le deuxième levier, c'est le levier du réseau. Alors évidemment, le réseau a une grande importance parce qu'il te préqualifie auprès de ton client potentiel. Il est très résilient parce qu'en général, on quitte jamais un réseau. Ça s'entretient certes, mais en tout cas, c'est beaucoup plus facile d'entretenir un réseau que créer des assets de crédibilité qu'on va voir après. Mais en tout cas, un réseau très puissant quand même et résilient. Donc je ne peux que te préconiser évidemment de créer et d'entretenir un réseau. La troisième méthode, le troisième levier, c'est ce que j'appelle toutes les techniques d'attraction, d'inbound, où là, le but, ça va être de créer des éléments qui vont asseoir ta crédibilité ou ton expertise ou ton attractivité, selon par exemple ta personnalité, hein, justement. Eh bien, on va voir que tous ces éléments vont être au service tout simplement on va dire, de ta préqualification auprès de ton client potentiel. Alors, donc ça c'est pour le premier axe, c'est les trois leviers pour moi d'obtention de mission. Et après, je vais sur trois autres axes. Donc les deux premiers, ce sont les axes du MBTI qui sont soit sur la partie expansif, extraverti, introverti, pardon. Le deuxième axe, c'est est-ce que tu es quelqu'un plutôt de réflexion ou plutôt d'intuition? Évidemment, c'est pas tout l'un tout l'autre, hein, les choses dépendent du contexte, hein, mais ça permet de donner entre guillemets un aiguillage à ça. Et le troisième élément, c'est ce que j'appelle une forme d'intelligence. Alors, il en existe plein, hein, clairement. Maintenant, on a bien démontré que le QI était une norme parmi tant d'autres, mais concrètement, il y a plein de formes d'intelligence. Il y a l'intelligence sociale, spatiale, artistique, littéraire, etc. Mais dans le domaine de l'IT, il y a principalement deux formes d'intelligence qu'on arrive à peu près à déceler. C'est ceux, entre guillemets, qui vont vraiment en profondeur. C'est ce qu'on appelle par exemple les experts techniques, les architectes. Enfin voilà, des personnes qui vont vraiment à fond dans un sujet. Et puis après, il y en a ceux qui pensent en largeur, c'est-à-dire qui vont comprendre vraiment la contextualisation de leur travail. Moi, typiquement, c'est un peu mon cas. J'étais très en profondeur au départ et je deviens de plus en plus un worker en largeur pour avoir une vue globale, holistique, 360. Et je pense qu'il y a de plus en plus de valeur à avoir à travailler en largeur. En tout cas, ça fit selon ma personnalité et surtout comment j'arrive à réfléchir principalement. J'ai une réflexion atomique. Alors c'est parti. On va voir sur les méthodes donc de pro. Alors là sur la partie expansif, j'ai mis les deux en un. Donc sur la partie un peu, c'est à la fois de la prospection et du réseau parce que comme il y a un aspect plus expansif, donc plus sociable en général et donc du coup plus local. Les deux se mixent un petit peu. Donc le premier élément, c'est tout simplement participer à des événements locaux. Des événements locaux, ça peut être bien tout simplement comment dire, des trucs dans des bars. Il peut y avoir donc des conférences, les meet-up à ne pas sous-estimer. Tout simplement, si vous avez une meet-up, des meet-up sur des sujets techniques,
eh bien, vous pouvez aller voir et faire du réseau. Vous verrez aussi que le Meetup et du coup la conférence, si vous le faites, c'est un excellent moyen de combiner la prospection, le réseau et en même temps la création d'un asset de crédibilité parce que votre présentation va évidemment contribuer un asset, entre guillemets, c'est un livrable, entre guillemets, c'est un livrable de communication qui témoigne de votre expertise. Et donc, du coup, pour quelqu'un qui est très à l'aise avec le public, en général, c'est une technique où on associe les trois leviers en un à travers l'exploitation exclusive, finalement, des conférences et des meet-ups. Dans la partie expansif et finalement sociale, eh bien, il y a tout simplement un collectif de freelance en local. Ils s'en forment plein, très souvent ça se retrouve soit des agrégats, on va dire, où vous vous retrouvez parmi les contacts clients, ou ce genre de choses, vos contacts proches, hein, mais très souvent il existe des collectifs qui se forment autour des agences de freelance ou de SN. Donc là-dessus, je vous invite aussi fortement à participer tout simplement par exemple, ces apéros, ces after-work, ce genre de choses. Parce que clairement, d'un point de vue local, participer à des after-work d'agences de freelance ou d'événements clients, par exemple, des clients que vous souhaitez viser, eh bien, je pense qu'il n'y a rien de mieux que pour se faire un réseau très à l'ancienne, entre guillemets, qu'on me dit, mais très réel. En technique, on va dire d'attraction expansive, c'est-à-dire vous aimez bien, entre guillemets, communiquer, donner, mais vous aimez bien retirer évidemment cette saveur. Alors, le profil LinkedIn et le CV, évidemment, c'est un obligatoire. C'est vraiment quelque chose obligatoire pour tous, mais quelque chose qui peut particulièrement faire la donne, c'est typiquement si vous donnez des cours en physique. Eh bien, d'un coup, évidemment, vous asseyez votre crédibilité et en plus, être en physique suggère en général d'avoir une capacité de communication, d'être à l'aise dans la prise de parole en public. Donc, si vous voulez, entre guillemets, asseoir votre crédibilité et que vous êtes à l'aise, clairement, les systèmes de conférences et de cours en physique, donc là, les deux, entre guillemets, peuvent être au service du réseau, de la prospection, mais si vous gardez bien vos cours, etc., vous pouvez facilement les disséquer et en obtenir des versions que vous pourrez communiquer en ligne. Dans la partie réflexion, typiquement, lorsque vous allez, par exemple, contacter un client, vous pouvez tout simplement, alors là, c'est une bêtise, c'est pas en réseau, c'est en termes de prospection. Par exemple, vous avez vu qu'un client a un dysfonctionnement sur quelque chose, ou vous pensez qu'un site peut être amélioré, si vous êtes, par exemple, vous faites du dev front, ou vous êtes en SEO, ou quoi que ce soit, et bien là-dessus, si vous faites une vidéo, par exemple, d'analyse avec une proposition d'amélioration du site, ou une analyse pertinente d'un dysfonctionnement potentiel, par exemple, j'en sais rien, vous voyez une gestion de cache un peu chaotique dans un Chrome Debugger, ou des questions de performance un peu pas très bien, et vous avez vu des liens dans la gestion des librairies en JS, par exemple, hein, c'est une idée. Là, typiquement, si vous allez contacter, on va dire, les décideurs vraiment portés sur la gestion du site là-dessus, et vous faites une vidéo très pertinente, croyez-moi que vous allez vous démarquer de la masse. En termes d'attraction, pour ceux qui sont dans la réflexion, c'est ceux qui aiment justement bien vraiment prendre leur temps, aller faire les choses. En technique d'inbound, c'est-à-dire que vous créez un livrable dans lequel à la lecture il y a une certaine valeur. Il y a par exemple tous les checklists. Par exemple, si vous êtes dans le DevOps, quelles sont toutes les checklists à avoir pour s'assurer d'une bonne livraison. Ou par exemple, si vous faites le développement, si vous êtes un Scrum Master, il y a évidemment les checklists de type invest sur, par exemple, la désignation d'une user story, mais il y a d'autres éléments, par exemple, quand vous voulez passer d'un statut à un autre, est-ce que vous avez des checklists plus fines, plus détaillées, entre guillemets, dans lequel il y a vraiment, entre guillemets, une patte, une empreinte personnelle qui fait suite à votre expérience, tout simplement. Donc, dans la même liste, il peut y avoir, par exemple, les KPI, les boards. Je pense, par exemple, aux testeurs, aux QA leads. Donc les QA leads, comment faire transparaître, on va dire, la relation entre la qualité de l'efficience de la pyramide des tests avec
la réalité du coût, qualité, délai, feature dans la gestion de projet. Bah ça, si vous faites un board spécifique dans lequel on fait le lien, croyez-moi, vous avez de suite une haute crédibilité, en plus évidemment d'attirer parce que vous parlez à des gens dont le principe évidemment c'est d'être rentable. Autre élément, évidemment, si vous êtes, si vous voulez créer un asset de crédibilité, c'est par exemple les quiz. Un quiz, c'est quoi? La fonction d'un quiz, c'est tout simplement poser des questions, mais c'est pas pour avoir des réponses. En général, quand on pose des questions, c'est pour amener un accroissement du champ de conscience de la personne. Et bien là, croyez-moi, si vous faites un quiz et que vous répondez à certains éléments, ça va susciter évidemment l'intérêt auprès de votre client potentiel en vous disant, ah, dis donc, ce gars-là, vu la pertinence des questions, je ne l'avais jamais vu. Ça veut dire que je loupe quelque chose potentiellement sur mon business. Je pense qu'il a quelque chose à m'apporter. Dans ce cas-là, je vais le contacter. C'est le but des quiz. Et enfin, évidemment, on peut avoir la création d'un outil, quelque chose très spécifique. Si j'en sais rien, si vous êtes QA lead et vous pouvez développer, j'en sais rien, un plugin Jira qui fait quelque chose ou un board, etc. J'ai un ami qui a fait ça et croyez-moi, quand il a présenté cet outil lors d'un entretien, ça fait vraiment mouche. Donc ça, c'est pour vraiment la partie réflexion. On est vraiment, on va au fond des choses. En tout cas, c'est un aspect très cognitif, entre guillemets. À l'inverse de ce que j'appelle la partie intuitive. En général, on verra que la partie réflexion et profondeur, ça va ensemble très souvent. Partons la profondeur, c'est typiquement un asset où vous pouvez créer une étude de cas. Alors une étude de cas, c'est tout simplement, vous avez un problème, voilà comment vous avez résolu le problème et voilà les résultats que vous avez obtenus. C'est quelque chose de très pratique, de très démonstratif, de très, on va dire, documenté quelque part et ça ne manquera pas finalement de persuader parce que quand on y pense, si on fait par exemple un profil LinkedIn ou un CV, le but c'est de faire percevoir entre guillemets vos compétences et pas juste les annoncer comme ça. L'étude des cas en est la preuve. Donc annoncer c'est bien, montrer c'est encore mieux et l'étude de cas est faite particulièrement pour ça. Les feuillets statistiques c'est intéressant aussi parce que ça permet tout simplement encore une fois, d'agrandir un peu le champ de conscience, de se dire, ah bah oui, il y a une statistique que j'avais pas vue, un élément, un KPI quelque part qui est ici et qui permet encore une fois d'agrandir le champ de conscience. Évidemment, les incontournables, le compte GitHub et un portfolio. Alors évidemment, pourquoi c'est très important? Eh bien, tout simplement parce que, encore une fois, vous apportez une preuve de votre savoir-faire. En général, un compte GitHub, c'est préconisé pour tous, on va dire, les projets qui sont moins démontrables, donc tous ceux qui sont dans le back-end ou par exemple des ingénieries de testing. Un compte GitHub est pas mal. Ça s'applique évidemment au front, mais l'avantage du front, c'est que vous avez un portfolio parce que vous avez quelque chose de visible. Donc si vous avez quelque chose de visible, vous êtes côté front, eh bien, je vous invite évidemment à créer un compte GitHub, mais surtout à créer votre portfolio et à le mettre soit sur votre site ou tout simplement sur votre profil LinkedIn parce qu'on peut maintenant bien mettre des liens sur votre portfolio, tout simplement parce que ça permet d'attester finalement la qualité de votre savoir-faire. Et n'oubliez pas que finalement, on ne vend pas ses compétences parce qu'on a ses compétences, mais on vend des compétences parce qu'on arrive à les faire percevoir. Et donc, ça fait partie, entre guillemets, de la dynamique qui permet, tout simplement, de voir le résultat de vos compétences. Donc voilà, donc on est sur la partie entre guillemets expansif, réflexion profondeur. Les choses, on va dire, inversées, ce sont finalement pas l'expansif, mais les personnes introverties. Et dans la partie prospection, alors il y a des éléments qui sont très connus, mais ça mérite de le mettre parce qu'il y a des personnes tout simplement qui ne connaissent pas. Il y a d'abord tout ce que j'appelle les plateformes en ligne dans lesquelles on va chercher les éléments. Alors, on peut créer un profil, c'est un mix entre l'attraction quelquefois et la prospection. Mais il y a tout un ensemble de plateformes en ligne qui permet de soit choisir une mission ou alors de se positionner. Le deuxième élément, c'est les job boards. Alors on va dire, bah oui, mais tu es un freelance, tu ne souscris pas à un CDI, j'ai pas besoin d'un job board. Eh bien, concrètement, je pense qu'il y a énormément de CDI actuellement, de personnes qui recrutent en CDI, évidemment, beaucoup de boîtes, mais qui n'arrivent pas à trouver. Et quand on pose la question depuis combien de temps vous cherchez,
lorsque c'est la réponse, c'est qu'ils cherchent depuis longtemps, croyez-moi que la suggestion de passer par un freelance peut faire mouche. En tout cas, vous pouvez très souvent trigger, on va dire, cette réflexion en disant, en posant la question s'ils sont complètement fermés à travailler avec des freelances. Le complètement fermé suggère une interrogation où en général les RH vont quand même poser la question, et si la personne qui est responsable du projet sent que il y a des aspects business à répondre, au bout d'un moment, c'est pas pour rien que les freelances sont toujours là et vont, à mon avis, s'accroître. C'est tout simplement parce qu'ils offrent cette flexibilité que l'attractivité sous la forme d'un CDI pour beaucoup de boîtes n'arrive pas à recruter tant le besoin est présent. Évidemment, en termes de job boards, eh bien, il y a les LinkedIn Jobs, mais surtout, c'est un moyen tout simplement de prospecter également. Alors ça, LinkedIn, je vais plutôt le mettre évidemment en termes de réseau, mais ça, on va parler après. En introverti, alors moi je suis une personne assez introvertie, alors peut-être qu'à la caméra ça se voit pas, mais je déteste typiquement les conférences et meet-up, c'est quelque chose que j'aime pas en général et je préfère les one-to-one. Et donc je peux vous dire que le réseau que vous avez constitué, les contacts proches, moi je suis très petit message one-on-one, étant plutôt on va dire introverti là-dessus, c'est pour moi un excellent moyen justement d'avoir une relation on va dire, de proximité et de grande profondeur. Et en général, c'est grâce à ça finalement que la plupart des personnes arrivent à bien comprendre finalement toute la portée de ma compétence que je peux apporter et donc du coup qu'ils le véhiculent par derrière. En termes de réseau, eh bien, tout simplement, il y a tous les groupes Facebook, LinkedIn, WhatsApp. N'hésitez pas, il y en a vraiment une plaidoirie. Et clairement, alors, en général, c'est pas forcément. Il y en a, ils sont très peu qualifiants, mais il peut y avoir certaines choses. Il suffit quelquefois, tout simplement, de mettre un lien sur son compte LinkedIn sur quelque chose en précisant ses conditions. Et quelque part, par un effet boule de neige propre justement au réseau, hein, c'est l'avantage du réseau, c'est aussi sa viralité. Tu peux très vite trouver une mission. Quelque chose qui fonctionne aussi, c'est tout simplement le contact d'anciens clients. Et oui, ça paraît bête. Si vous avez déjà travaillé avec un client qui vous a aimé, vous avez entre guillemets bougé et vous aimeriez bien revenir, et bien contactez vos anciens clients, tout simplement. Ça paraît tout bête. Dans la même lignée que les groupes Facebook, eh bien, il y a le collectif de freelance en ligne. Alors en général, on peut les détacher de LinkedIn, etc. C'est un peu dans la même veine que les groupes Facebook, LinkedIn, WhatsApp. Et enfin, et pas des moindres, je dirais LinkedIn. Et ça, je peux vous assurer que la plupart des personnes, finalement, participent très peu à LinkedIn en se disant c'est un réseau entre guillemets uniquement pour du B2B. Et ben, détrompez-vous si vous arrivez tout simplement à participer juste de manière régulière, faire quelques posts, quelques articles qui vous spécifient entre guillemets. Croyez-moi, vous faites la différence entre vous et 95% des autres personnes sur le marché de l'IT et principalement des développeurs. Alors dans la partie introvertie et sur l'aspect inbound, donc je vais pas reparler du profil LinkedIn et CV parce que pour moi c'est quelque chose d'obligatoire hein, quelque part. Hein. Alors le CV peut-être pas, mais le profil LinkedIn, clairement, ne pas avoir un bon profil LinkedIn c'est pas c'est pas avoir une épine, c'est se mettre deux balles dans le pied hein, concrètement. Donc, c'est pour ça que le profil LinkedIn, c'est quelque chose à maîtriser à 100%. Ça ne peut que vous apporter du bien dans la récupération et bien tout simplement de mission. Une chose qui peut se faire, eh bien, c'est tout simplement la constitution d'une newsletter. Si vous aimez bien parler d'un sujet, etc., mais que vous aimez bien prendre votre temps et tranquillement, vous savez, avoir le côté un peu comme un écrivain devant une feuille blanche, vous vous sentez bien dans votre petit cocon, et bien une newsletter c'est parfait hein. Pour tous ceux qui aiment écrire, c'est absolument parfait et croyez-moi, il y en a beaucoup qui aiment bien avoir leur petite newsletter de 5 minutes tous les matins, ça peut avoir un effet très fort, tout simplement d'ailleurs parce qu'en marketing, on dit souvent en général que la confiance s'opère à partir au moins en moyenne de 7 points de contact. Donc lorsque vous avez une newsletter que vous faites par email, au bout d'un moment, potentiellement, vos futurs clients viendront à vous proposer des missions. Une autre marque de crédibilité, mais qui est dans la lignée finalement dans le fait de donner des cours en physique, eh bien c'est tout simplement donner des cours en ligne.
Par exemple, si vous êtes un mentor sur Open Classroom ou d'autres écoles bien connues, et bien évidemment, le fait de le mentionner sur votre profil LinkedIn va encore une fois asseoir votre crédibilité. Et donc forcément vous inciter à vous apporter des missions auprès des personnes typiquement qui sont sur votre réseau LinkedIn. Un dernier, donc là maintenant on a fait sur la partie introvertie, on est sur la partie intuition maintenant. Alors intuition, je dis toujours en général que une bonne intuition vaut mieux qu'une bonne réflexion. Pourquoi? Parce qu'elle est plus rapide et finalement les neurosciences l'appuient là-dessus. Il faut savoir que la conscience, donc le degré de la capacité de réflexion est en moyenne d'un taux de 4000 bits par seconde, alors que l'inconscient est à 4 milliards de bits par seconde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre intuition, entre guillemets, a en général les bonnes réponses. Et je mettrai même une loi de Pareto là-dessus. Ça veut dire que 80% des bonnes décisions viennent souvent de l'intuition et 20% entre guillemets, se font par une réflexion a posteriori. Évidemment, si l'intuition n'est pas entachée par une mauvaise gestion des émotions, et ça, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, dans la partie intuitive, vous pouvez créer des articles en termes d'assets de crédibilité. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, c'est les infographies conceptuelles, comme entre guillemets, j'ai une forme aussi d'intelligence de plus en plus globale et moins dans le détail. La notion de graphe, de dessin, etc., c'est quelque chose qui permet justement d'agrandir le champ de conscience de votre client potentiel et ça peut faire un petit effet waouh, entre guillemets. Le troisième élément, encore une fois, il y en a plein, mais là, c'est presque une synthèse, mais il y en existe encore plein. C'est la constitution d'un e-book sur votre sujet. Tout simplement parce que c'est un moyen à la fois d'agrandir votre réseau et d'asseoir votre crédibilité à travers la création d'un livrable de communication. Peu importe le sujet, là-dessus ça passera. En termes de largeur, alors, en termes de largeur, je dis pour le LinkedIn sur le réseau, mais ça on en a déjà parlé, les formations. Alors, quand on crée une formation, très souvent, on essaye de penser très large. D'ailleurs, il est dit, je ne sais plus, c'est pas la méthode Feynman. Si, c'est la méthode Feynman. On comprend ce que l'on arrive bien à expliquer. Mais surtout, on arrive vraiment bien à retenir ce que l'on a réussi à faire passer en termes de formation. Il y a d'ailleurs un degré de compréhension, je vais le mettre quelque part à les vidéos comme ça, pour comprendre finalement le degré finalement de capacité de communication des éléments et apprendre, entre guillemets, le meilleur moyen d'apprendre, c'est quand vous formez les autres. Ça peut paraître bizarre, mais c'est le plus haut degré de capacité de compréhension. Et donc, si vous formez les autres, évidemment, ça vous force forcément à être au-dessus de ce que vous dites. Et surtout, eh bien, vous asseyez naturellement votre posture en termes de crédibilité. Une chose, élément qui peut se faire, c'est tout simplement des interviews qui peuvent se faire en one-to-one, donc soit par exemple sur un Zoom, etc. Et bien tout simplement, une personne, vous prenez un ami, vous faites une interview transposée et vous préparez vos questions-réponses. Et croyez-moi, pour beaucoup, l'interview est un moyen, on va dire, facile de pouvoir décupler et de faire transparaître finalement toutes vos connaissances, votre savoir, votre personnalité. Donc un moyen très puissant, les interviews. Autre chose, élément, et si vous aimez bien un petit peu faire le montage, quelque chose de sympa, c'est tout simplement les vidéos, YouTube, etc. Ça, là, typiquement, ce que je suis en train de faire actuellement. Si vous faites ça avec une capacité, par exemple, d'infographie conceptuelle en live, typiquement, moi, j'en fais via une tablette graphique. Croyez-moi, en général, vous avez un aspect de conscientisation de votre futur client qui est plutôt pas mal. Donc les vidéos YouTube très démonstratifs en plus, très rapides à consommer, c'est vraiment quelque chose de très agréable pour vos futurs clients. Donc n'hésitez pas, si vous aimez produire ça, faites-le. Et enfin évidemment le podcast, pour tous ceux qui aiment bien blablater mais pas montrer sa tête, et bien évidemment c'est quelque chose de très intéressant. Tous ceux qui aiment soit entre guillemets scripter, on va dire, leur contenu, ou tout simplement avoir des bullet points et un peu d'improviser autour de ça. Et vos futurs clients pourront l'écouter typiquement en voiture ou tout autre moment
pour tout simplement consommer votre podcast. Et bien voilà, j'espère que ça t'a plu. Alors évidemment, c'est un panorama très très large. Il y en existe encore d'autres. Il y a des techniques vraiment advanced de conversion de CDI en freelance, de la manière d'aborder des prospects qui ne sont pas présents sur les job boards, ce genre de trucs. Si ça t'intéresse, eh bien évidemment, je t'incite à me contacter. Tu verras un lien juste en dessous de la vidéo. Je te dis, écoute, bonne recherche de mission et à très bientôt. Ciao, ciao!